Bonjour, je vais vous présenter cette intervention sur la numérisation du commerce international. Vous avez peut-être déjà une expérience de la numérisation grâce à l'utilisation de signatures électroniques et de factures électroniques. Si vous travaillez dans le domaine du transport, vous avez peut-être également déjà utilisé des ICMR. Ce ne sont pas les seuls exemples de documents numérisés. Il en existe d'autres et de nouveaux sont en cours de développement. Cette présentation abordera le sujet de la numérisation de manière générale. Je ne rentrerai donc pas dans des exemples précis. Cependant, nous ferons référence à un excellent rapport publié par l'ICC Royaume-Uni, Saisir l'instant, libérer le potentiel du commerce international, dans lequel vous pourrez lire 16 études de cas, comme cela sera expliqué plus en détail au cours de la présentation. Le Royaume-Uni joue un rôle particulièrement important dans le développement de la numérisation du commerce international, tout simplement parce qu'environ 75% du commerce mondial est régi par des documents soumis au droit anglais. C'est également pour cette raison que l'ICC Royaume-Uni est si fortement impliqué dans l'élaboration de normes relatives à la numérisation du commerce international. L'ordre du jour de cette présentation est le suivant. Tout d'abord, examinons les avantages que la numérisation apporte afin de comprendre pourquoi tout ce remue-ménage et pourquoi il vaut la peine de surmonter les difficultés indéniables liées au changement des systèmes et procédures existants. Numérisation et digitalisation, y a-t-il une différence et est-ce important? Les questions juridiques et leur impact sur la numérisation documentaire. Qu'essayons-nous d'accomplir? L'importance de la MLUTR, des dispositifs alignés sur la MLUTR, et quels sont les pays en avance sur ce sujet. Enfin, nous essaierons de tirer quelques conclusions concernant la voie à suivre pour la digitalisation du commerce international. Très bien, commençons. Alors, pourquoi tout ce remue-ménage? Quels avantages peut-on tirer de la digitalisation du commerce international? Eh bien, en examinant ces avantages, on peut apprécier l'impact économique positif sur le commerce international. Une augmentation de 15% de la rentabilité, 8% de réduction des temps d'attente aux frontières, des transactions réalisées en une heure, des coûts d'exploitation réduits de 30%, un transfert de données en quelques secondes, une diminution de 15 à 20% des coûts d'accostage, une augmentation de 15% des livraisons à l'heure, une augmentation de 15% des livraisons à l'heure, une économie de 300 à 400 dollars par transaction, l'élimination totale du papier logistique, une réduction de 18% des coûts d'expédition et une liquidité obtenue 7 jours plus rapidement. Si vous doutez de ces chiffres, je vous renvoie alors aux documents de la CCI que j'ai mentionnés précédemment. Ils expliquent également pourquoi ces évolutions sont totalement apolitiques. Il n'existe donc aucun bloc économique ou entité politique qui s'oppose à ces avancées. C'est l'un des très rares domaines où une véritable coopération mondiale existe. De plus, même s'il y en avait, aucun pays ne pourrait empêcher le reste du monde de profiter de ces avancées. Cependant, il existe sans aucun doute des défis et des difficultés dans la mise en œuvre de nouveaux systèmes numériques, et cela nécessite des investissements. Voyons donc rapidement la différence entre la numérisation et la digitalisation. Y a-t-il une différence entre la numérisation et la digitalisation, et est-ce important? Eh bien, les deux termes sont souvent utilisés comme s'ils avaient le même sens, mais il existe une différence. La numérisation est le processus qui consiste à convertir un document papier en un fichier numérique. La digitalisation, en revanche, est le processus qui consiste à utiliser des données numérisées pour transformer des processus commerciaux manuels grâce à l'utilisation de technologies numériques. Cela inclut l'acceptation des signatures électroniques. Imaginez donc qu'un connaissement ait été converti électroniquement afin de créer un modèle numérique. Ceci est la numérisation. Ce connaissement numérisé est ensuite rempli en ligne puis transmis électroniquement à une banque pour appuyer une demande de financement du commerce. Ceci au lieu d'être rempli au format papier et envoyé par courrier à la banque. C'est la digitalisation de ce processus. Nous suggérons que la digitalisation dans le commerce international
va bien au-delà de la simple digitalisation de la documentation. En plus des outils et services numériques, l'intelligence artificielle et la blockchain réduisent les coûts et les risques opérationnels, administratifs, de communication et de marketing. Des activités qui étaient auparavant réservées aux grandes entreprises sont désormais accessibles à des entreprises beaucoup plus petites. Il dépasse le cadre de cette présentation de décrire ces aspects en détail. Cependant, toutes les présentations de cette playlist expliquent, à des degrés divers, comment vous pouvez utiliser des outils et services en ligne pour développer votre potentiel à l'international. Parcourez simplement l'almanach de l'exportateur pour voir ce qui est disponible. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Bien. Revenons aux considérations juridiques entourant la numérisation et la digitalisation de la documentation commerciale. Vous verrez que cette distinction est importante, surtout lorsqu'on considère le statut juridique pertinent du document numérisé et la faisabilité opérationnelle d'impliquer différentes parties dans différentes juridictions dans un processus digitalisé. Après avoir abordé une considération juridique, examinons maintenant la question juridique clé qui doit être résolue à de nombreuses reprises. Comme je l'ai mentionné sur la diapositive précédente, il est vrai que la numérisation et la digitalisation peuvent être considérées comme de simples questions technologiques. Cependant, le statut juridique des documents commerciaux numérisés est fondamental. Il n'a guère de sens de numériser des documents s'ils n'ont pas le même statut juridique que les documents papier. Comme les lois relatives à la documentation commerciale, aux connaissements, aux lettres de change, aux billets à ordre, etc., ont été rédigées en grande partie au XIXe siècle. Elles font souvent référence à la propriété du papier et aux signatures physiques. Par conséquent, pour accorder à leurs équivalents numériques la même valeur, il est nécessaire de modifier de nombreuses lois dans de multiples juridictions. Cela prend du temps et demande également une réflexion approfondie sur la manière de garantir que les documents numérisés possèdent les mêmes caractéristiques que leurs équivalents papier, en particulier en ce qui concerne la notion de propriété d'un document. Si cela ne peut pas être réalisé, il n'y a aucun avantage. En réalité, il pourrait même y avoir des coûts supplémentaires liés à la numérisation de ces documents. Alors que faut-il faire pour permettre la numérisation de la documentation commerciale? Nous allons examiner ce que nous cherchons à accomplir dans la prochaine diapositive. Pour que les documents numérisés aient la même valeur que leurs équivalents papier, le droit commercial doit soutenir tous les aspects pertinents du commerce électronique. Cela signifie reconnaître à la fois les documents papier et numérisés comme des instruments juridiques équivalents. Cependant, dans chaque cas particulier, il faut choisir l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas avoir à la fois un connaissement papier et un connaissement numérisé. Les documents numérisés doivent également être reconnus dans toutes les juridictions où une opération commerciale a lieu. C'est une tâche colossale, mais la bonne nouvelle, c'est que des travaux sont en cours depuis plus de 30 ans à la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. La loi type sur les documents transférables électroniques de 2017 revêt une importance particulière. Un lien vers cet organisme est inclus dans la description ci-dessous. Alors, qu'est-ce que la MLUTR et en quoi cela aide-t-il? Nous allons examiner cela sur la prochaine diapositive. Les principes fondamentaux de la MLUTR. Selon cette loi type, l'équivalent électronique des documents transférables sur support papier est défini comme un document transférable électronique, sous réserve des conditions énoncées sur cette diapositive. C'est-à-dire que le document doit contenir les informations du document papier, identifier l'enregistrement comme un document transférable électronique, pouvoir faire l'objet d'un contrôle et conserver son intégrité. Autrement dit, il doit être complet et non altéré. Et enfin, il doit être sous le contrôle exclusif d'une personne identifiée. La loi précise également qu'un document transférable électronique émis ou utilisé à l'étranger ne doit pas être privé d'effet juridique ou de force exécutoire. La loi exige également qu'une méthode fiable, évaluée selon un ensemble de normes, soit utilisée pour déterminer que ces conditions ont été remplies. La loi tente également de traiter la question de l'efficacité transfrontalière. Comme nous le verrons à la diapositive suivante, la bonne nouvelle est que les lois de nombreux pays sont désormais alignées sur le principe du MLUTR. Le droit anglais est également utilisé comme guide pour la mise en œuvre pratique du MLUTR au niveau national.
Vous pouvez trouver une liste complète des pays ayant adopté le MLUTR sur le site web de l'ONU indiqué sur cette diapositive et dans la description ci-dessous. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'adoption du MLTR par le Royaume-Uni a été une étape cruciale dans l'acceptation du MLUTR et donc dans la numérisation du commerce international. La raison pour laquelle ce développement était important est que le droit anglais est prédominant à l'international pour les contrats commerciaux internationaux, la banque et la finance, le maritime et le transport, les fusions et acquisitions, la résolution des litiges et l'arbitrage international. D'ici 2026 ou 2027, on estime que la majorité des nations commerçantes seront alignées sur le MLUTR. Voici donc mes conclusions. La numérisation du commerce international va s'accroître de façon exponentielle au cours des prochaines années. Cela ouvrira de nouvelles opportunités commerciales majeures à mesure que la facilité du commerce international augmentera et que les coûts diminueront de manière significative. Le MLETR fournit le cadre juridique nécessaire pour permettre cette transition des systèmes et processus basés sur le papier vers l'électronique. Plus il y aura de pays alignés sur le MLETR, plus l'effet de réseau sera important. Merci d'avoir écouté cette présentation et j'espère avoir réussi à vous convaincre des avantages et de la praticité du commerce international numérisé. J'espère sincèrement que vous pourrez profiter de ces opportunités dans un avenir très proche. Si vous avez des questions à tout moment concernant la numérisation du commerce international, vous savez où me contacter. Les sites web et documents que j'ai mentionnés dans cette vidéo sont listés ci-dessous. J'espère que vous les trouverez utiles et qu'ils pourront vous aider à concrétiser et développer votre potentiel international. Si vous souhaitez me contacter directement, n'hésitez pas à le faire. Notre site web et mon adresse email figurent sur cette diapositive et dans la description ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de lui donner un like et de vous abonner à notre chaîne. Pour plus de conseils sur le développement de votre potentiel en commerce international, cliquez simplement sur le lien d'abonnement à l'écran. C'est entièrement gratuit. Si vous pensez que cela pourrait intéresser quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à partager ce lien avec lui. Et si vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, regardez la prochaine vidéo de la playlist. Le lien se trouve juste ici.